L'aveugle, Guy de Maupassant. Qu'est-ce donc que cette joie du premier Soleil, Pourquoi cette lumière? tombé sur la terre, nous emplit-elle ainsi du bonheur de vivre? le ciel est tout bleu. La campagne toute verte. Les maisons toutes blanches. Et nos yeux ravis boivent ces couleurs vives dont ils font de l'allégresse pour nos âmes. Et il nous vient des envies de danser, Des envies de courir. Des envies de chanter. une légèreté heureuse de la pensée. Une sorte de tendresse élargie. On voudrait embrasser. Le soleil Les aveugles sous les portes. Impassibles en leur éternelle obscurité. reste calme, comme toujours, au milieu de cette gaieté nouvelle, Et, sans comprendre, Ils apaisent à toute minute leurs chiens qui voudraient gambader. Quand ils rentrent, Le jour fini, au bras d'un jeune frère, où d'une petite sœur, si l'enfant dit, il a fait bien beau tantôt. l'autre répond. je m'en suis bien aperçu qu'il faisait beau. Loulou ne tenait pas en place. J'ai connu un de ces hommes, Dont la vie fut un des plus cruels martyrs. Qu'on puisse rêver. c'était un paysan. Le fils d'un fermier. Normand. Tant que le père, Et la mère. Vécurent, on eut à peu près soin de lui. Il ne souffrit guère que de son horrible infirmité. Mais dès que les vieux furent partis, l'existence atroce commença, Recueilli par une sœur, tout le monde dans la ferme, Le traitait comme un gueux. qui mange le pain des autres. À chaque repas, on lui reprochait la nourriture. On l'appelait feignant. Manon, Et bien que son beau-frère se fût emparé de sa part d'héritage, On lui donnait à regret la soupe. juste assez pour qu'il ne... mourut point. Il avait une figure toute pâle et de grands yeux blancs, comme des pains à cacheter. et il demeura impassible sous l'injure tellement enfermé en lui-même qu'on ignorait s'il la sentait. Jamais d'ailleurs il n'avait connu aucune tendresse, sa mère l'ayant toujours un peu rudoyé, Ne l'aimant guère, car aux champs les inutiles sont des nuisible, et les paysans feraient volontiers. comme les poules qui tuent. les infirmes d'entre elles. Sitôt, la soupe avalée, il allait s'asseoir devant la porte en été, été, Contre la cheminée en hiver. hiver, et il ne remet plus jusqu'au soir. il ne faisait pas un geste, Pas un mouvement, seules ses paupières qu'agitait une sorte de souffrance nerveuse. Retombaient parfois sur la tache blanche de ses yeux. Avait-il un esprit? une pensée, Une conscience nette de sa vie. Personne ne se le demandait. Pendant quelques années, les choses allèrent ainsi. mais son impuissance à rien faire autant que son impassibilité, Finirent par exaspérer ses parents et il devint un souffre-douleur. Une sorte de bouffon martyr, de proie donnée à la férocité native. à la gaieté sauvage des brutes qui l'entouraient. On imagina toutes les farces cruelles que sa cécité put inspirer, Et pour se payer de ce qu'il mangeait, On fit de ces repas des heures de plaisir pour les voisins. et de supplices pour l'impotent. Les paysans des maisons prochaines s'en venaient à ce divertissement. On se le disait de porte en porte. Et la cuisine de la ferme se trouvait pleine chaque jour. Tantôt, on posait sur la table devant son assiette, où il commençait à puiser le bouillon. quelques chats, ou quelques chiens. La bête, avec son instinct, flairait l'infirmité de l'homme et, tout doucement, s'approchait, mangeait sans bruit, la main avec délicatesse. Et quand un clapotis de langue un peu bruyant avait éveillé l'intention du pauvre diable, elle s'écartait prudemment pour éviter le coup de cuillère qu'il envoyait au hasard devant lui. Alors c'étaient des rires, des poussées, des trépignements, des spectateurs tassés le long des murs. Et lui, sans jamais dire un mot, se remettait à manger de la main droite. tandis que de la main gauche, avancée, il protégeait et défendait son assiette. Tantôt, on lui faisait mâcher des bouchons, du bois, Des feuilles, ou même des ordures qu'il ne pouvait distinguer. puis on se lassa même des plaisanteries. Et le beau-frère, enrageant de le toujours nourrir, le frappa, le gifla sans cesse, riant des efforts inutiles de l'autre pour parer les coups ou les rendre. Ce fut alors un jeu nouveau, le jeu des claques. Et les valets de charrue, le goujat, les servantes lui lançaient à tout moment leurs mains par la figure. ce qui imprimait à ses paupières un mouvement précipité. Il ne savait où se cacher, et demeurait sans cesse les bras étendus pour éviter les approches. Enfin, on le contraignait à mendier. On le portait sur les routes les jours de marché, et dès qu'il entendait un bruit de pas ou le roulement d'une voiture, Il tendait son chapeau en balbutiant. « La charité, s'il vous plaît. Mais le paysan n'est pas prodigue, et pendant des semaines entières, il rapportait pas un sou. Ce fut alors contre lui une haine déchaînée. Impitoyable. Et voici comment il mourut. Un hiver, la terre était couverte de neige, et il gelait horriblement. Or, son beau-frère Un matin, le conduisit fort loin sur une grande route pour lui faire demander l'aumône. il y laissa tout le jour, et quand la nuit fut venue, il affirma devant ces gens qui ne l'avaient plus retrouvé. Puis il ajouta « Bast, faut pas s'en occuper. Quelqu'un l'aura emmené parce qu'il avait froid. Pardieu, il n'est pas perdu. Il reviendra bonnement manger la soupe. Le lendemain, il ne revint pas.
Après de longues heures d'attente, Saisi par le froid, se sentant mourir, l'aveugle s'était mis à marcher. ne pouvant reconnaître la route ensevelie sous cette écume de glace, il avait erré, Au hasard, tombant dans les fossés, se relevant, toujours muet, cherchant une maison. mais l'engourdissement des neiges l'avait peu à peu Envahi, et ses jambes faibles ne le pouvant plus porter, il s'était assis au milieu d'une plaine. Il ne se releva point. Les blancs flocons qui tombaient toujours. L'ensevelir. Son corps raidi disparut sous l'incessante accumulation de leur foule infinie. Et rien n'indiquait plus la place où le cadavre était couché. Ses parents firent mine de s'enquérir et de le chercher pendant 8 jours. Ils pleurèrent même. L'hiver était rude. Et le dégel n'arrivait pas vite. Or, un dimanche, en allant à la messe, Les fermiers remarquèrent un grand vol de corbeaux qui tournoyait sans fin au-dessus de la plaine. Puis s'abattait comme une pluie noire, hanta à la même place. Repartait et revenait toujours. La semaine suivante, ils étaient encore là. les oiseaux sombres. Le ciel emportait un nuage comme s'ils se fussent réunis de tous les coins de l'horizon. Et ils se laissaient tomber avec de grands Cris dans la neige éclatante. qu'ils tâchaient étrangement et fouillaient avec obstination. Un gars allait voir ce qu'il faisait. Et découvrit le corps de l'aveugle. À moitié dévoré déjà. Déchiqueté. Ses yeux pâles avaient disparu, piqués par les longs becs voraces. Et je ne puis jamais ressentir la vive gaieté des jours de soleil. Sans un souvenir triste. Et une pensée mélancolique vers le gueux. Si déshérité dans la vie, que son horrible mort Fut un soulagement pour tous ceux qui l'avaient connu. Angèle se leva. Tout cela était bien fini maintenant. Il fallait que la mort quitte la maison. Les bougies tout d'abord. Et puis les chaises. Serré en randonnant le long du lit. Ensuite, le balai. Un coup d'œil au jardin en passant. Non. Décidément. Il n'était plus là, penché sur ses semis. Essayant pour la 3e fois de la journée de voir si les radis venaient bien. Il n'était pas non plus là-bas. Sous les saules. Ni même sous le pommier. Emplissant un panier. Vraiment, tout s'était passé très vite. Depuis le jour où, en se réveillant, il lui avait dit que son ulcère recommençait à le taquiner. Il y était pourtant habitué. Depuis le temps, tout de même, il avait bientôt fallu faire venir le médecin. Mais celui-là, il le connaissait trop bien pour s'inquiéter vraiment. D'ailleurs, Baptiste se sentait déjà un peu mieux. 3 semaines plus tard, il faisait jurer à Angèle qu'elle ne les laisserait pas l'emmener à l'hôpital. Le médecin était revenu. Il ne comprenait pas. Rien à faire. Baptiste, tordu de douleur sur son lit, soutenait qu'il allait mieux, que demain. Sans doute, tout cela serait déjà oublié. Mais, quand il était seul avec elle, il lui disait qu'il ne voulait pas mourir à l'hôpital. Il savait que c'était la fin. Il avait fait son temps. La preuve. D'autres plus jeunes étaient partis avant lui. Il aurait seulement bien voulu tenir jusqu'à la Saint-Jean. Mais cela, il ne le disait pas. Angèle le savait. Et cela lui suffisait. La Saint-Jean, il ne l'avait pas vue cette année. Le curé était arrivé au soir. Baptiste était mort au petit jour. Le mal qui lui sciait le corps en deux avait triomphé. C'était normal. Angèle ne l'avait pas entendu arriver. Cécile, après s'être changée, était venue voir si elle n'avait besoin de rien. De quoi aurait-elle pu avoir besoin? Angèle la fit asseoir. Elle, par l'air. Enfin, Cécile parla. De l'enterrement, bien sûr. Des larmes de quelques-uns, du chagrin de tous. Angèle l'entendait à peine. Baptiste et elle n'étaient jamais sortis de Sainte-Croix et elle le regrettait un peu. Elle aurait surtout bien aimé aller à Lourdes. Elle avait dû se contenter de processions télévisées. Elle l'avait aimé son Baptiste, dès le début, ou presque. Pendant les premières années de leur mariage, elle l'accompagnait au champ pour lui donner la main. Mais depuis bien longtemps, elle n'en avait plus la force. Alors, elle l'attendait veillant à ce que le café soit toujours chaud. Sans jamais être bouillant. Elle avait appris à le surveiller du coin de l'œil, levant à peine le nez de son ouvrage. Et puis, pas besoin de montre. Elle savait quand il lui fallait aller nourrir les volailles, préparer le dîner. Elle savait quand Baptiste rentrait. Souvent, Cécile venait lui tenir compagnie. Elle apportait sa couture, et en même temps, les dernières nouvelles du village. C'est ainsi qu'un jour, elle lui dit, sur le ton de la conversation, bien sûr, qu'il lui semblait bien avoir aperçu Baptiste discutant avec Germaine Richard, près de la vigne. Plusieurs fois, au cours des mois qui suivirent, Cécile fit quelques autres discrètes allusions. Puis elle n'en parla plus. Mais alors, Angèle savait? Elle ne disait rien. Peu à peu, elle s'était habituée, sans même avoir eu à y réfléchir. Elle avait décidé de ne jamais en parler à Baptiste ni à personne. C'était sa dignité. Cela avait duré près de 20 ans.
20 ans. 20 ans. Son seul regret, disait-elle parfois, était de n'avoir pas eu d'enfant. Elle ne mentait pas. Pas. Encore une raison de détester la Germaine Richard d'ailleurs. Car elle avait un fils. Né peu de temps après la mort de son père, Edmond Richard, un colosse aux yeux et aux cheveux noirs, avait été emporté en quelques semaines par un mal terrible, dont personne n'avait jamais rien su. Le fils Richard, on ne le connaissait pas à Sainte-Croix. Il avait été élevé par une tante à Angers. Un jour cependant, c'était juste avant que Baptiste ne tombe malade. Il était venu voir sa mère. Cécile était là. Bien sûr. Puisque Cécile est toujours là où il se passe quelque chose. Elle lui avait trouvé un air niais. Avec ses grands yeux bleus délavés. Ses grands yeux bleus délavés. Ses grands yeux bleus délavés. Angèle en avait semblé toute retournée. Cécile était partie maintenant. La nuit était tombée. Angèle fit un peu de vaisselle. Elle lavait quelques tasses. Tasses. Puis la vieille cafetière blanche. Blanche. Maintenant inutile, puisqu'Angèle ne buvait jamais de café. Café. Elle la rangea tout en haut du bahut. Sous l'évier. Elle prit quelques vieux pots à confiture vides. À quoi bon faire des confitures? Elle en avait un plein buffet. Elle prit également quelques torchons, un paquet de morts. Eau. Rats. Aux 3. Car. Vide. Et s'en alla mettre le tout aux ordures. Il y avait bien de 20 ans. 20 ans. 20 ans. Qu'on n'avait pas vu un rat dans la maison. Agatha Christophe, la hache. Entrez, docteur. Oui. C'est ici. Oui, c'est moi qui vous ai appelé. Mon mari a eu un accident. Oui. Très grave même. Il faut monter à l'étage. Il est dans notre chambre à coucher. Par ici. Excusez-moi, le lit n'est pas fait. Vous comprenez, je me suis un peu affolé quand j'ai vu tout ça. Sang. Je me demande comment j'aurai le courage de nettoyer ça. Je crois que je vais plutôt habiter ailleurs. Voici la chambre. Venez. Il est là, à côté du lit, sur le tapis. Il a une hache enfoncée dans le crâne. Voulez-vous l'examiner? Oui. Oui. Examinez-le. C'est vraiment stupide comme accident. N'est-ce pas? Il est tombé du lit dans son sommeil. Il est tombé sur cette hache. Oui. Elle est à nous, cette hache. Elle se trouve normalement au salon, à côté de la cheminée. Elle sert à couper le petit bois. Pourquoi se trouvait-elle à côté du lit? Je n'en sais rien. Il a dû appuyer cette hache lui-même contre la table de nuit. Il avait peut-être peur des cambrioleurs. Notre maison est assez isolée. Vous dites qu'il est mort. J'ai tout de suite pensé qu'il était mort. Mais je me suis dit qu'il valait mieux qu'un médecin s'en assure. Vous voulez téléphoner? Ah oui? Aux ambulances, n'est-ce pas? À la police? Pourquoi à la police? Il s'agit d'un accident. Il est tombé du lit, simplement, sur une hache. Oui, c'est rare. Mais il y a des tas de choses qui arrivent comme ça. Bêtement. Oh. Vous croyez peut-être que c'est moi qui ai placé la hache à côté du lit pour qu'il tombe dessus? Mais je ne pouvais pas prévoir qu'il allait tomber du lit. Vous croyez même peut-être que je l'ai poussé et qu'ensuite je me suis endormie, tranquillement. Enfin seul, dans notre grand lit. Sans entendre ses ronflements, sans sentir son odeur. Voyons, docteur, vous n'allez pas supposer des choses pareilles. Vous ne pouvez pas. C'est vrai, j'ai bien dormi. Il y a des années que je n'avais pas aussi bien dormi. Je ne me suis réveillée qu'à 8 heures du matin. J'ai regardé par la fenêtre. Il y avait du vent. Les nuages, blancs, gris, ronds, jouaient devant le soleil. J'étais heureuse. Je pensais qu'avec le nuage, on ne savait jamais. Peut-être allait-il se disperser. Il courait si vite. Peut-être allait-il se réunir et descendre sur nos épaules en forme de pluie. Cela m'était égal. J'aime beaucoup la pluie. D'ailleurs, ce matin, tout me paraissait merveilleux. Je me sentais allégée, débarrassée d'un fardeau qui depuis si longtemps... C'est alors qu'en tournant la tête, je me suis aperçue de cet accident. Et je vous ai tout de suite téléphoné. Vous aussi? Vous voulez téléphoner? Voilà l'appareil. Vous appelez les ambulances? Vous allez faire emporter le corps? N'est-ce pas? Vous dites que l'ambulance est pour moi? Je ne comprends pas. Je ne suis pas blessée. Je n'ai aucun mal. Je me sens très bien. Le sang que j'ai sur ma chemise de nuit. Ce n'est que le sang de mon mari qui a giclé. Quand?